Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Trouve ta place, un podcast bilingue où j'ai le privilège de rencontrer des gens extraordinaires qui se sont choisis puis qui ont choisi une vie des fois un peu à contre-courant, des fois un peu différente, mais surtout qui leur ressemble. Aujourd'hui, je suis gâtée, Mélissa Potier qui est en plus une king du podcast que j'écoute depuis un bon bout d'ailleurs. Merci d'avoir accepté mon invitation, Mélissa. Merci, Steph. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Écoute, on va commencer par ça. Là, toi et moi, on se connaît un peu à travers le monde virtuel, un peu à travers les masterminds dans lesquels on s'est toutes les deux inscrites. Là. Je pense qu'une des choses qui nous ressemble puis qui nous rassemble toutes les deux, c'est vraiment le fait de toujours cheminer puis de toujours croître et de bien s'entourer de ce type de personnes. Oui. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'avec M, justement, ça a été un bon match. Là. Je pense que c'est une bonne mentor qui nous a inspirés justement à s'en aller vers cette ligne-là, un peu dans l'inconventionnel. Oui, tout à fait. Je pense que tu as raison. Moi, je t'ai découvert avant, je veux dire, tu sais, quand on fait des choses sur le web, des fois, les gens nous connaissent avant même que nous, on les connaisse. Ce qui était mon cas pour toi, là, quand je t'ai rencontré dans l'univers de M. Charme, je te suivais déjà sur ton podcast. Je trouvais que tu faisais déjà quelque chose d'intéressant, une dynamique. Je trouvais que c'était le fun. Moi, j'écoute des podcasts généralement quand je conduis ou quand je cours ou quand je me promène. Là. Fait que c'était le fun, c'est toujours dynamique, ça garde l'attention. Veux-tu qu'on commence par parler de ça? Ça fait combien de temps que tu l'as, ton podcast? Puis il s'appelle comment pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, en ce moment, j'ai commencé avec le Coffee Talk en 2018. Novembre 2018, ça a été mon premier show. Fait que les podcasts francophones commençaient à popper. Là, dans ce temps-là, là, c'était pas encore super in nécessairement. Mon Dieu, on va parler, ça fait quasiment 4 ans. Après ça, j'ai changé. Dans le temps, c'était parce que mon entreprise était beaucoup plus dans le domaine de la santé, justement, alimentation saine, toutes ces choses-là, entraînement, nanana. Fait que c'était beaucoup justement pour parler de la santé de la femme, physique, mentale, le bonheur. On abordait plusieurs thématiques dans ce côté-là. Puis après ça, quand j'ai fait une transition business, c'est là que j'ai reparti mon deuxième show qui est Expansion. Et pour moi, c'est sûr que ça n'a jamais été comme business, dans le sens que c'est plus développement personnel pour la femme en entrepreneuriat parce que tout ce qui est santé émotionnelle, pour moi, c'est tout le temps important à prendre en considération. Là. Fait que ça n'a jamais été comme un podcast super stratégique, genre 10 conseils pour augmenter votre liste de email marketing. Tu sais, c'était zéro ça. Là. C'était vraiment plus des histoires où justement là, l'inspiration pour prendre son compte puis avoir d'autres perspectives justement en business puis dans sa vie. Parce que pour moi, la business, c'est une des façons, un des piliers pour aller comme chercher ce qu'on veut vraiment dans la vie, mais c'est pas tout non plus ce qu'on a. Fait que c'était vraiment c'est un peu la ligne directrice, là, être en expansion. Puis ça fait 2 ans. Je pense que j'ai fait 2 ans, si je me trompe pas. Puis là, je suis encore en train de penser à où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que je prends souvent un break pendant l'été. Ça me permet justement d'avoir une perspective différente, de me réaligner, de penser un peu à ma vision, où est-ce que je m'en veux. Puis même à chaque saison, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux évoluer, les invités, le message que je veux passer. Mais pour l'instant, je t'avoue que parce que j'ai encore fait un pivot, puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, puis j'ai l'impression, tu sais, quand tu as un verre d'eau là, que tu viens de brasser, mettons, là, c'est comme une tempête, le sable est tellement comme chaotique, puis tu ne vois pas clair, fait qu'il faut t'attendre que ça se dépose pour voir clair. Ouais. J'ai l'impression d'être un peu là-dedans. Fait au lieu de reprendre le micro juste pour reprendre le micro, je sais que je vais revenir, mais je me laisse encore le temps de voir comment ça va se passer. Fait qu'en attendant, je satisfais mon besoin de podcast en allant chez le podcast des autres. Parfait, on est très content de te recevoir. En tout cas, tu parles pour moi. Là. Puis,
Je trouve ça intéressant que tu dises il y a 4 ans, parce qu'aujourd'hui, on dirait que le mot podcast, en tout cas dans mon univers, là, c'est sûr que c'est pas toujours le cas, mais on dirait que le mot podcast est devenu beaucoup plus à la mode, là. C'est que les gens qui savaient pas ce que c'était il y a même quelques mois ou mettons 1 an ou 2, maintenant, il y a plein de monde, il y a des suggestions de podcasts, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus en français aussi intéressant, Dieu merci. Il y en a qui sont, comme tu disais, là, beaucoup plus, comme entrepreneuriat stratégique, d'autres plus un peu lifestyle, là, dans le sens où moi, je suis assez comme toi, là, l'entrepreneur. Toute entreprise a un humain derrière, là, puis cet humain-là, il y a des tonnes de facettes, fait que je pense qu'il faut les adresser toutes. En 2018, qu'est-ce qui t'a amené à te dire que c'était un bon médium alors que c'était très, très peu connu? Ben moi, j'écoutais beaucoup de podcasts déjà. Puis, fait que c'était peu connu, oui et non. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je me suis arrêtée. Moi, quand je veux quelque chose, je me pose pas trop de questions. C'est comme, ben, je veux ça, je veux ça. Si je commence à trop mentaliser les choses, c'est là que je vais comme me bloquer moi-même. Fait que c'était comme moi, j'écoute des podcasts, il y en a pas tant en français, j'ai envie d'en faire un. Justement, il y a une opportunité qui est là. Fait que je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pu me démarquer un peu plus dans le temps aussi, puis faire mon nom à ce niveau-là. Mais moi, j'écoutais ça justement, puis j'étais comme, mon Dieu, il y en a donc même pas en français. Puis j'écoutais pas mal tout en anglais. Fait que, ouais, puis c'était un désir justement de connecter autrement, tu sais, veux pas. Surtout là, ces réseaux sociaux, c'est tellement rendu différent, puis c'est rendu des petites pièces de contenu. On aime ça quand c'est rapide. Le podcast, c'est tellement de profondeur par rapport à ça. Puis comme tu disais tantôt, c'est, tu vas marcher, tu vas conduire, tu vas prendre ta douche. Tu as tellement l'impression de connaître la personne puis de rentrer dans son intimité. Fait que je sais pas, il y a vraiment quelque chose que pour moi, les podcasts, j'aimais ça. Puis je me suis dit, il y a clairement un besoin ici, puis je suis pas la seule. Fait que, let's do it. Puis, tu sais, en parallèle, là, tu nous parlais du fait que tu avais justement pivoté, là. Est-ce que, puis on va parler de tes entreprises ou l'évolution un petit peu après, mais est-ce que ça a déjà été l'objectif ou le résultat de que les podcasts ramènent de la clientèle? T'sais, est-ce que c'était ça le souhait à la base? Est-ce que ça s'est produit? Est-ce que c'était ça le résultat final? Il y avait, c'était plus un projet de cœur au début, surtout le premier Coffee Talk était zéro là-dessus parce que ce que je vendais versus ce que je faisais avec le podcast, oui, il avait une thématique de la santé qui était là, mais c'était beaucoup plus un talk show. Puis mon but, en fait, avec le podcast, c'était beaucoup plus de faire en mode influenceur avec l'affiliation, faire de l'affiliate marketing. Fait que c'était plus comme ça que je voulais le faire personnellement, puis vraiment avoir mon show, que de le faire super niché comme dans mon entreprise. Ouais. Puis avec Expansion, il était naturellement un peu plus niché parce que je veux pas. Ma clientèle cible, c'est beaucoup tout ce qui est coach, consultant, tout ce qui est entrepreneur de service. Fait que naturellement, il y avait beaucoup d'auditeurs là-dedans. Fait que je parlais quand même de mes programmes, je parlais quand même de certaines choses. Fait que c'est sûr que je pouvais monétiser en effet. Là, il y avait quelques clientes quand même que j'ai trouvées à cause du podcast. Fait que oui, je pense qu'il y avait quand même une intention qui était là. Mais c'est sûr que ça vient aussi avec le désir de vouloir faire un podcast à la base. Je pense que c'est comme, OK, il y a un désir là. Sinon, ça aurait été juste un hobby, là, on s'entend. Là. Je veux dire, si j'aurais pas voulu monétiser du tout, c'est ça n'aurait pas fait partie de la business, ça aurait été un hobby. Il y avait un désir qui était là, plus je me suis dit, bon, là, je veux quand même plus l'attacher avec ma business. Fait que, ouais, je suis allée plus le connecter avec ça aussi. Là, je saute plusieurs étapes parce qu'on est vraiment en train de parler du podcast puis de l'aspect monétisation, mais justement, là, j'ai cru voir passer dans les médias sociaux dans les dernières semaines une nouvelle offre que tu sortais pour accompagner justement les gens qui souhaitent démarrer un podcast. Oui. Dans le fond, ce que je fais, parce que là, en ce moment, mon focus business, c'est vraiment au niveau de mon agence de branding qui est Brand Expansion. Puis tout ce qui est vraiment au niveau du brand, justement. Fait qu'on faisait déjà des podcasts visuels, ou tout ce qui est template pour présenter des épisodes, ou juste le brand au complet, vraiment l'identité visuelle du podcast. Mais un podcast, ça reste que, il y a un show, il y a un nom, il y a un titre, il y a un slogan, il y a une description, à qui ça s'adresse, comment tu parles, toutes ces choses-là, puis ça rentre justement dans la ligne de compte du brand aussi. Fait que l'offre que je parle en ce moment, c'est vraiment, en fait, ton brand au niveau visuel, mais tu as l'aspect aussi copywriting qui est vraiment comme, ben justement, moi, j'ai tout le temps une stratège dans la vie, là, fait que c'est sûr que j'amène ça aussi dans cette offre de service-là. Fait que l'intention de ça, tu veux-tu monétiser justement, c'est plus un talk show, comment, tu sais, c'est quoi ta vision par rapport à ça? À qui tu t'adresses? Ça va être quoi un peu la vision de ton podcast? Des invités, des solos, tu sais, c'est toute cette espèce de structure-là aussi, puis pour à la fin, mais faire les textes, justement, l'introduction, de conclusion, la description. Veux pas quand tu as des recherches de podcast, puis ça sur Spotify, tu sais, il faut quand même le titre, l'image, la description pour que les gens cliquent sur écouter, puis ils veulent justement s'abonner à ton podcast. Là. Fait que toute cette espèce de truc-là, puis
évidemment, ben, pour les gens qui se lancent là-dedans, il y a beaucoup de côté techno qui bloque aussi, là, fait que je les aide justement, moi, toutes mes, je veux dire, après l'expérience que j'ai aussi, puis tous mes documents, puis les recherches que j'ai, je vais pouvoir les aider justement à éditer leur premier épisode, tout ça, pour vraiment tout mettre en place pour le lancement. Puis après ça, qu'ils soient comme sur une go, puis ils peuvent juste focusser sur enregistrer puis créer leur contenu, finalement. Écoute, même si je suis déjà en train de les enregistrer, je vais peut-être t'appeler. Il y a peut-être des Parfait. choses que j'ai pas encore tout à fait Oui, saisies ou expérimentées. parfait. Puis ça, c'est l'offre de lancement, tu sais, mais quelqu'un qui a déjà un show, justement, comme tu dis, je pense qu'à chaque saison, justement, il y a comme une espèce de rebrand qu'on fait aussi. Fait que même si on a déjà lancé quelque chose, puis comme je dis souvent, la clarté vient dans la question, puis on en parlait un peu juste avant de commencer l'enregistrement, c'est que quand tu es en train de le faire, c'est là que tu te rends compte que tu traites vraiment, quel genre d'entrevue t'aimes, quel genre de podcast. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu as plus de clarté. Fait qu'à chaque début de saison, justement, il y a quelque chose qu'on peut faire définitivement, que ce soit un mini rebrand, juste un alignement au niveau du texte ou que ce soit côté techno, là, tu sais, rendu là, il y a plein de possibilités aussi, là. Fait que pour ceux qui écoutent aussi puis qui ont des questionnements, ben, n'hésitez pas à m'écrire puis on va pouvoir regarder ensemble là, ce qu'on peut faire. Oui, c'est ça, tu sais, puis ne serait-ce que pour écourter, tu sais, parce que là, moi, dans le fond, j'ai choisi de faire un podcast parce que l'entrevue est un médium qui me plaît sous toutes ses formes. Tu sais, dans le fond, je fais de l'entrevue avec les entrepreneurs, ça fait déjà comme 1 an que je le fais avec l'École des entrepreneurs. Quand je suis invitée sur des événements entrepreneuriaux, généralement, je fais du panel, tu sais, comme quand j'étais jeune, puis là, ça remonte à longtemps, là, quand j'étais jeune adulte, j'ai travaillé comme recherchiste pour la télévision régionale de Laval. Puis à cette époque-là, à un moment donné, il y a une... J'en ris parce que c'était comme vraiment... c'était pas tout à fait ça. J'ai été engagée comme recherchiste, puis je me suis ramassée chroniqueuse parce que finalement, il y a des gens qui étaient comme... qui ont été malades, qui ne pouvaient pas être là. Fait que là, ma première vraie journée de job, j'ai fait la recherche pour le show que la chroniqueuse allait faire le soir, puis ils m'ont dit, ben, c'est toi qui vas y aller. Wow. Là, j'étais comme, well, OK. Puis, tu sais, j'ai rencontré Grégory Charles, Marc Boilard, tu sais, comme des artistes comme Armand Vaillancourt, tu sais, fait que j'étais comme, puis à cette époque-là, je trouvais ça très cool, mais j'étais en même temps à l'université, puis je me disais, je voyais pas comment ça pouvait être une manière de gagner sa vie, mais ça me plaisait tout le temps énormément. Fait que là, j'ai finalement sauté en me disant, ben, podcast, ce sera. Mais pour vrai, tu sais, comme tout le back-end est en cours de construction en même temps que j'ai totalement. plaisir à faire les entrevues. Là. Oh, oui, je catch vraiment, c'est clair. J'aimerais ça qu'on vienne un peu en arrière. Tu disais quand tu avais justement Coffee Talk, tu étais plus dans le domaine de la santé. Est-ce que c'était ta première entreprise? C'était ma première entreprise en ligne. Juste avant ça, tu sais, c'est sûr, j'ai tout le temps fait des petites affaires. Là. Je me rappelle avoir fait mon cours d'ongles dans le temps quand j'étais agent de bar, puis j'étais comme, je vais faire les ongles des agents de bar. Puis, tu sais, j'ai tout le temps comme mes projets, je les monétisais comme on de scène tout le temps, tu sais. J'ai des parts dans une agence de voyage aussi juste avant, que j'ai jamais eu de pouvoir tant que ça parce qu'on était quand même plusieurs, puis c'était une opportunité qui s'est présentée, puis c'était comme, OK, go, je vais le faire. Fait que c'est ça, background avant, agent de bar, conseillère en voyage. J'ai travaillé aussi au sol à l'aéroport de Québec pendant quelques années aussi. Fait que ça a été la première expérience. Comme je disais, j'avais tant pas de pouvoir, mais j'avais tant les idées, la créativité sur ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, justement. Puis l'ancien propriétaire était très old school, si on veut, puis c'est pour ça qu'il avait fini par vendre. Fait qu'il a fallu quand même changer pas mal de choses. Mais c'est ça, j'étais la seule fille, il y avait comme 4 gars. Puis, bref, c'est ça, j'étais comme, OK, là, j'aimerais ça avoir un business, mais clairement, c'était pas le meilleur véhicule pour moi. Puis après ça, ben, c'est ça là, que j'ai tombé enceinte, puis j'ai commencé en congé de maternité, justement, en réseau marketing avec Beachbody, pour ceux qui connaissent l'entraînement à la maison. Puis c'est comme ça que j'ai connu en 2015, en fond. Oui. Puis c'est là que j'ai vraiment été introduite au monde de la business en ligne, finalement, puis du réseau marketing. Ouais. Puis, bon, tu as été Beachbody ou peut-être t'es encore, là, parce que c'est le genre d'entreprise que tu es capable d'aisément faire en parallèle d'autres choses. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire un pivot? J'aime cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent dans le réseau marketing, justement. Puis comme on dit souvent, c'est que c'est vraiment une belle école. Tu sais, puis c'est un couteau à double tranchant parce que c'est des opportunités qui sont pas chères, qui sont super accessibles, qui sont super là, mais malheureusement, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont saisir vraiment l'opportunité. Tu sais, c'est quelqu'un, mettons, qui ouvre une franchise de restaurant, là, puis qu'on dit tu as un prêt de 200 000 puis ça va te prendre 6 ans à rembourser, là, il va faire OK, puis il va y aller, mais on s'entend-tu qu'il va show up à chaque jour? Quand tu te fais dire que ça coûte comme 15$ pour avoir ta business par mois, si tu ne fais pas grand-chose avec, là, bah, tu as perdu 15$. Pas grand-chose. Exact.
Fait que c'est sûr que je comprends, là, c'est pas justement l'espèce de même investissement, mais justement, pour en faire une business, il faut vraiment que tu show up comme si tu avais justement ce prêt-là à 200 000 tu sais. C'est ce que j'ai fait, puis je pense que en fait, tu sais, je me suis juste pas posé de questions. Moi, je me rappelle, j'ai commencé, puis je me suis dit, j'étais en congé maternité j'étais agent de bord, je gagnais peut-être 35 000 par année. Fait que j'avais genre 50 de mon salaire qui était 35 000. Fait que moi, aussitôt qu'on me parlait d'un revenu supplémentaire qui était peut-être 500 pièces par mois pour subvenir un peu plus, puis faire mes trucs, c'était comme, oh my God, c'est super intéressant dans mon cas. Fait que c'était vraiment comme ça, avec cette vision-là, que j'ai commencé. Je vais faire un peu de vente, puis j'avais besoin d'un projet. Là. C'était comme, je peux pas juste être en congé de maternité. Pour moi, ça marchait pas. Il fallait vraiment que j'aille quelque chose. Fait que c'est 1 plus 1, c'est arrivé. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'au début, j'ai trippé vraiment pendant longtemps. Ça m'a vraiment ouvert les portes à plein de choses. C'est là que j'ai commencé à faire du développement personnel. Tu sais, il y a tellement de choses que j'ai faites à cause de cette compagnie-là. Puis, justement, le développement personnel, le développement professionnel, tu t'indiques un petit peu plus sur la business, sur les business en ligne. Puis là, c'est là que j'ai vu les autres opportunités de business en ligne. Puis là, j'ai comme fait, oh, attends, il y a plein de choses qui me tentent ici, le e-commerce, le coaching, il y a tellement de choses. Puis, à un moment donné où j'ai senti que mes mains étaient un peu plus liées, parce que moi, la liberté, ça reste que c'est quand même quelque chose qui va driver beaucoup de mes décisions dans ma vie. Puis quand on me dit, tu peux pas faire X move. Là, les règles ont changé, puis chaque compagnie a leurs propres règles, mais ça reste qu'eux, ils ont leur propre compagnie. Fait que c'est sûr que certaines règles, c'est quand même implémenté. Puis, tu sais, tu as une commission, là. Je peux pas décider le prix de mes produits, je peux pas décider de la commission, je peux pas. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire à ce niveau-là. Tu sais, fait que moi qui me dis, je sais que je serais capable de vendre un package de coaching à 3 000, 4 000, 5 000 piastres. Là, je peux pas tant parce que mes mains sont liées à la compagnie ou je ne pouvais pas utiliser mes réseaux sociaux dans ce temps-là pour promouvoir mes propres services. Fait que là, j'étais comme, OK, attends, là, je viens de m'ouvrir une compagnie d'e-commerce qui était une boîte d'abonnement pour la femme dans ce temps avec des produits locaux cocooning du Québec, puis Canada. Puis je peux pas utiliser mes propres réseaux sociaux pour me promouvoir. Fait que là, j'ai comme fait, attends, là, moi, mon but, c'est, je veux être entrepreneur, je veux plein de business, je veux faire des startups, je veux les revendre, whatever, qu'est-ce que je veux faire, je veux investir, c'est comme ma vision que j'avais. Mais là, c'est sûr que si je build un brand, c'est parce que je vais pouvoir comme tout parler de ce que je fais. Là. Je peux pas juste parler d'un véhicule. Fait que c'est là que j'ai commencé à me poser des questions un peu, puis de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me correspond vraiment? Exactement. C'est sûr que ça a semé une graine. Puis j'ai continué de faire ça quand même. Puis là, à un moment donné, j'ai vendu la compagnie d'e-commerce aussi parce que finalement, c'est vraiment une belle leçon d'apprentissage, mais j'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans et de temps. Puis c'est là que j'ai connu vraiment un peu les behind plus la business parce qu'en réseau marketing, honnêtement, tout ce que tu as besoin de faire, oui, tu travailles ton leadership, puis oui, tu fais du personnel, puis il faut que tu sois un bon networker, puis il faut que tu sois un bon marketeur. Honnêtement, c'est la seule affaire. Tu ne t'occupes pas du service client, tu ne t'occupes pas du shipping, tu ne t'occupes absolument de rien. Eux font leur propre job. Toi, il faut que tu traites du produit, tu en parles, puis tu sais, c'est vraiment ça. Oui. Ce que je faisais. Sauf que, tu sais, on s'entend que tu n'as pas, justement, quand tu as vraiment une business qui est à toi, que là, tu as plusieurs chapeaux, ce que j'ai vécu avec la business de l'e-commerce. Fait que ça a été vraiment un tremplin pour me dire, voici, si tu veux vraiment avoir ta business, ce que tu dois faire, ce que tu dois connaître. Bon, le e-commerce, c'était pas nécessaire pour moi, puis il y avait plein de choses que, honnêtement, cette compagnie-là est née par erreur. C'était vraiment niaiseux, qu'est-ce que je vais dire, là, mais j'avais juste l'idée de faire une boîte de cadeaux pour Noël. Puis moi, quand je fais quelque chose d'habitude, je le fais quand même assez all-in. Fait que je suis comme partie avec un brand, je suis partie avec un site web, je suis partie avec ci, puis j'étais comme, ben, tant qu'à avoir fait tout ça, je vais le continuer. Fait que après ça, j'ai comme fait, OK, je fais aucun profit, c'est tellement de business de volume. Si je veux vraiment que cette entreprise-là soit vraiment monétisable, il faut que ça soit vraiment une grosse business de volume. Il faut vraiment que je mette beaucoup de temps avant que ça soit rentable. Est-ce que j'ai envie de le faire? Pas tant. Au niveau de ce que j'étais comme, OK, pas tant. À ce moment-là, Beachbody répondait plus à mes besoins de façon financière. C'était plus facile, j'avais moins d'efforts à faire. J'étais comme, OK, pour l'instant, c'est correct. Je vais la vendre à quelqu'un qui veut vraiment, justement, donner l'énergie que cette business-là a besoin. Puis, je vais revenir focusser sur Beachbody. Fait que c'est ce que j'ai fait. Mais la graine avait quand même été semée là de, tu sais, je veux faire mes propres trucs, tu sais. Puis c'est là que le podcast est né, justement, le Coffee Talk, pendant ce temps-là. Fait que ça me faisait comme un projet de side, justement. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive. Je veux tout le temps créer, je veux tout le temps des projets. Puis, à un moment donné, dans une MLM, tu es quand même bloqué à un certain niveau aussi à ce niveau-là. Fait que bon, 1 plus 1, finalement, j'ai juste décidé de faire le grand saut à un moment donné, faire comme là, j'ai envie de faire du coaching, j'ai envie de créer des programmes, j'ai envie de vraiment créer from scratch mes trucs à moi, de vraiment mettre mes trucs au monde. Fait que dans le fond, Beachbody a duré à peu près 4 ans. Fait que 2019, après ça, j'ai fait le saut qui est comme plus à mon compte. C'est très cool, puis c'est un beau pivot. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, tu sais, par rapport à c'est une bonne école, puis il y a peu de risques
Mais c'est aussi, tu sais, comme on en connaît toutes ou tous, là, tu sais, des gens qui, dans n'importe lequel des MLM, réussissent très bien, là. Mais souvent, c'est ça, tu sais, tu rentres dans un MLM, on te présente ce type de profil-là, tu aspires à ce genre de choses, là, des 6, des fois même 7 chiffres, là, tu sais, dans ces industries-là. Comme nouvel entrepreneur, puis que ce soit dans un MLM ou que ce soit dans n'importe quoi, tu n'as pas une réelle vision de ce que ça va prendre. Ouais. Puis, tu sais, c'est festif parce que souvent, il y a aussi tout l'effet de groupe qui est super le fun. Fait que je trouve ça intéressant que tu dises j'ai appris plein de choses parce que c'est de très, très bonnes écoles. Puis pour certaines personnes, ça va être le bon véhicule entrepreneurial. Ouais. Moi, je dis souvent, là, un MLM de luxe, même si on ne l'appelle pas comme ça, là, c'est McDo, là. Tu sais, McDo, Tim Hortons, là, tout ce qui est franchise de gros restaurateurs rapides comme ça en est. Dans le sens où tu payes la franchise, mais ce n'est pas 15$, c'est plus 1 million, 1,5 million, 2 millions. Mais c'est eux qui déterminent sur quel coin de rue tu vas aller. Puis, ils te fournissent les produits, le marketing. Puis toi, dans le fond, tu gères ton équipe. Fait que, tu sais, souvent, on a des préjugés, puis moi, la première, là, tu sais, j'avais des préjugés par rapport aux différents MLM, mais pas tant par rapport aux MLM qu'à l'approche que des fois, certaines tu sais, amenaient. Puis quand tu as peu de risques, puis que les gens ne te re-signent pas ou ne reviennent pas parce que tu as été trop agressif, parce que tu les appelles trop souvent, parce que la qualité n'est pas toujours là, dépendant desquels, bien, quand c'est un MLM, bien, le groupe te fait dire, tu sais, comme oui, mais continue, persévère, tout ça. Mais des fois, il faut aussi que tu te questionnes et que tu affines tes méthodes de vente. Fait que, à ce que tu dis, c'est vraiment une belle école, mais il y a effectivement une partie de l'entrepreneuriat lorsque ça t'appartient exclusivement, comme par exemple créer la marque, là, ce qui est devenu ta spécialité après, bien, quand tu as continué, parce que si jamais je suis McDo, je n'ai pas besoin de créer la marque. Elle existe, tout le monde sait la reconnaître à peu près partout sur la planète. Fait que je n'ai pas besoin de créer l'intérêt et la notoriété de ce que je fais. Mais par exemple, si on prend Catalyseur de potentiel, qui est ma marque de coaching, bien, ça, par exemple, tant aussi longtemps que tu n'es pas visible ou que tu ne mets pas des projets comme le podcast Trouve ta place, comme le coaching, comme bien là, tu es inexistant. Fait que toi, tu as décidé après de consacrer, ou en tout cas, de mettre ton dévolu sur cette portion-là. Fait que tu accompagnais différents entrepreneurs ou différents entrepreneurs dans la création de leur image. Au début, c'était pas spécifique sur le branding, c'était beaucoup plus sur l'aspect marketing. Sauf que ce que je me suis rendu compte, justement, c'est qu'en focusant sur le marketing, qui était les réseaux sociaux, bien, marketing organique, là, j'étais vraiment focusée sur les réseaux sociaux parce que moi, c'est comme ça que j'avais fait vraiment mes ventes avec le MLM. Puis justement, je l'avais pas fait d'une façon, en tout cas, je me percevais pas comme une personne agressive. Tu sais, j'étais beaucoup plus dans le marketing attraction puis comment créer du contenu qui va convertir. Fait que bon, OK, on va parler du copywriting, on va parler de la photo, on va parler de la vidéo, on va parler de l'énergie derrière le contenu. Ce que je me suis rendu compte dans le processus, par exemple, c'est que le marketing, c'est un pilier qui va catalyser comme ton brand, justement. Fait que si les gens n'ont pas de brand, c'est vraiment difficile à comme aller marketer ça. Fait que c'est là que je me suis rendu compte Fait que c'est sûr que c'est quand même étroitement relié. Mais c'est là que je me suis dit, OK, l'essence, justement, du message de la marque. Puis, tu sais, quand on parle d'entrepreneurs de service, c'est oui, ils ont leur business, c'est comme le véhicule, justement, de ce qu'ils vont faire, mais ils ont leur personnalité aussi. Fait que là, c'est là que ça devenait vraiment intéressant pour moi parce que j'ai toujours trippé sur la psychologie, des tests de personnalité, ces choses-là. Fait que là, c'était comme comment on veut mettre une personne de l'avant, mais pas trop en tant qu'influenceur nécessairement, mais pour qu'elle fasse des ventes, justement, puis c'est mettre aussi son expertise. Fait que c'est vraiment là-dedans que je suis devenue un peu geek, si on veut, de faire des recherches là-dedans, puis d'aller vraiment voir, puis au-delà de la marque, parce qu'on ne fait pas vraiment de produits, donc c'est vraiment plus pour les entrepreneurs de services. Fait que justement, bon, ton industrie, mais ta personnalité. Fait que là, c'est là vraiment que j'ai commencé à rechercher ça, puis je trouvais ça vraiment fascinant. Puis là, c'est là qu'on rentre dans les croyances, les gens manquent de confiance, puis là, on rentrait un peu dans le sens de mindset. Fait que ça regroupait vraiment plein de choses parce que tu sais, même quand on fait des stratégies de brand, là, j'ai bien beau leur donner toutes, là, je veux dire, si tu sais pas comment le embody puis l'intégrer, puis c'est là qu'on a besoin un peu plus de coaching puis mentor ou de guide à ce niveau-là, mais ça, c'est une autre facette, justement, de la business qu'on va devoir apprendre.
Bref, c'était comme never ending. Fait que j'ai comme fait, OK, ça, je trippe. Puis pour moi, c'était tellement quelque chose qui était naturel de faire des vidéos. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé par le point A quand même. Là, tu sais, si on regarderait mon premier vidéo, c'est vraiment très drôle à regarder, mais j'ai toujours quand même passé dans l'action. Puis c'est ça. Bon, il faut commencer au jour 1 pour s'améliorer aussi, mais ça pour dire, ouais, ça a commencé marketing, puis tout ce qui était business, m'aider aussi mes clientes en 1 à 1, c'était vraiment comme. Puis j'ai aidé beaucoup de clientes qui étaient en MLM qui ont fait le pivot après à leur compte. Fait que, OK, déterminer la première offre de service, c'était quoi leur message, est-ce qu'on niche au début, bon, toutes ces choses-là. Fait que ça, c'est des choses qui m'ont bien intéressée, mais c'est ça. Après ça, le branding, t'es comme, là, on a divisé ça un petit peu, puis voilà, on en est là aujourd'hui. Mais c'est super intéressant parce que tu vois, on a vu l'avènement ou en tout cas l'arrivée des marques personnes, mettons dans, je dirais peut-être les 10-12 dernières années, là, tu sais, entre autres avec les grands athlètes, les chefs cuisiniers, les shows où on met de l'avant la personne et non forcément le produit ou la marque ou le contexte, là, tu sais, parce que mettons, je reprends McDo, là, McDo, c'est une marque forte, tu n'as pas besoin de te demander ce que c'est. Puis c'est des milliers, des milliers et des milliers d'individus, tu sais, derrière McDo. Toutefois, si jamais on prend des marques un petit peu moins grandes, là, si tu veux, des marques d'ici, même des marques artisanales, bien, pendant longtemps, on a mis de l'avant le produit, puis en filigrane en arrière, il y avait, tu sais, le concepteur ou le créateur. Puis tranquillement, pas vite, les choses ont changé. Fait que là, on a vu des marques personnes au niveau des athlètes de très haut niveau, tu sais, comme Ouais. Jordan, à l'époque, là, on parlait de ses souliers, mais aujourd'hui, on parle de l'homme, là, tu sais. Puis mon chum me montrait la semaine passée, là, je pense, tu sais, Nike souhaitait ou espérait faire, puis là, les chiffres ne sont pas les bons, puis je ne me rappelle pas de tête, là, mais tu sais, genre, Nike souhaitait vendre 3 millions de dollars de Jordan à l'époque où ils les ont sortis, puis actuellement, ils vendent par jour 10 fois ce qu'ils espéraient faire à l'époque, là. Aïe, aïe. C'est comme, on est allé cet été dans un magasin à Lyon où est-ce qu'ils sont spécialisés dans les chaussures de sport, principalement Nike, Jordan et tout ça. Puis ils avaient les premiers Jordan, là, si c'est encore tes Jordan rouges, là, aujourd'hui, usagés, ils se vendent 25 000 Aïe, 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 c'est fou pareil. Fait que, tu sais, puis maintenant, on parle beaucoup de l'homme, on parlait des souliers, de comment ça marchait, de à quel point il a été comme non conventionnel parce qu'à la base, il n'avait pas le droit de jouer sur la NBA avec ces souliers-là parce qu'ils n'étaient pas réglementaires. Fait qu'à chaque jour où il jouait avec, il payait des amendes. Mais ça a tellement fait le buzz qu'ils en ont vendu des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, on parle de l'athlète. Les coureurs automobiles, c'est un peu le même principe. Les grands chefs cuisiniers, c'est un peu le même principe. Mais maintenant, on tend à faire ça un peu avec le reste des choses. Si on s'intéresse à savoir c'est qui là, qui crée mes choses, c'est qui a fait le violon, la ceinture, le truc que j'aimais. Fait que là, on est vraiment, c'est l'humain qu'on achète. Fait que là, tu as raison de dire, plein de personnes, dont moi la première, là, tu sais, doivent apprendre à se mettre eux-mêmes de l'avant plutôt que des produits, des services, des expertises même, là. C'est pas toujours évident, hein, parce que c'est là que ça va te challenger. Tu sais, c'est facile, là, créer une image de marque, puis mettre un produit, puis c'est comme, c'est pas toi. Mais là, quand on parle de toi en tant que personne, c'est comme, de un, il y a plein de croyances, comme, mais voyons, les gens ne seraient pas intéressés. Mais tu sais, quand tu regardes justement les preuves sont là, les statistiques, le comportement du consommateur, t'es comme, OK. Une qui a vraiment bien fait ça aussi, je trouve, c'est Marie-Lou 3 fois par jour. Ah oui. Ouais, puis tu sais, même encore plus, là, de plus en plus, il y a comme eu un changement dans son contenu cette année, là, qu'on va tomber un petit peu plus personnel. Justement, on va raconter des histoires de tranches de vie avec ses filles, qu'on va beaucoup la voir, justement, ces choses-là. Fait que c'est au-delà des recettes qu'il y a une histoire, là. Puis pourquoi ça s'appelle 3 fois par jour? Tu sais, il y a vraiment un gros concept qui a été créé là-dessus. Puis justement, 3 fois par jour, c'est qu'elle a eu des troubles alimentaires, puis de manger 3 fois par jour, ça l'a vraiment resté, puis c'est ça qui est important, puis c'était ça le focus, tu sais. Fait que d'apprendre à aimer la nourriture, d'apprendre à cuisiner. Fait qu'il y a vraiment une histoire qui est par rapport à ça, puis la personne derrière ça. C'est sûr que dans son cas, il y avait déjà un brand qui avait été créé, fait que il fallait le mettre de l'avant dans le sens qu'on connaissait déjà c'était qui Marie-Lou en tant que chanteuse, mais pas en tant qu'entrepreneur ou justement la fille qui aime la bouffe, tu sais. Puis ils ont créé vraiment un brand, elle, dans le temps, là, puis son ex, Alexandre Champagne, ouais, qui a été là aussi. Fait que les deux, c'est des personnages. Puis là, à un moment donné, c'est ça qui arrive, c'est pas juste une personne, c'est des personnages qui font partie de l'entreprise de l'image de marque. Puis les gens aiment ça parce que, veut pas, on connecte avec des heartbeats, avec des cœurs. C'est cœur to cœur, c'est humain to humain. C'est pas, tu sais, à un moment donné, ça a bien beau être le plus cool projet du monde, mais ça reste un objet, tu sais. Fait que quand il y a des histoires, quand il y a des émotions,
c'est sûr que, surtout nous, on achète avec nos émotions beaucoup. Fait que quand on est capable de générer ça, ben c'est ça. Ça crée un impact supplémentaire. Puis j'ai l'impression aussi dans ce que tu dis, mettons qu'on reprend l'exemple de Marie-Lou, bien, peut-être parce que j'ai écouté une entrevue il n'y a pas si longtemps, là, où est-ce qu'elle parlait de ses années d'entrepreneuriat. Là. Puis au début, elle n'était pas à l'aise d'être le front de son brand. Elle trouvait ça bien que le brand ait une vie à lui tout seul. Là. Puis avec l'expérience, l'expertise, l'affection des gens, le public et tout ça, le fait que les gens suivent sa vie, là, les enfants, la séparation, le fait qu'ils sont restés amis, le ci, le ça, ben, je pense que ça lui a aussi amené à être de plus en plus confortable à être une partie, ou à montrer une partie d'elle-même. Elle avait même dit que le fait d'être artiste aussi jeune avait fait qu'elle avait été comme le centre d'attention, puis avait l'impression de ne pas contrôler une grosse partie de ce qu'elle faisait, là, parce qu'elle était comme tributaire d'un agent, comme... Fait que c'est intéressant de voir que dans le rôle de l'entrepreneur, où est-ce qu'elle a repris le plein pouvoir, puis les choix et les décisions, bien, elle a d'abord décidé de mettre la marque de l'avant, puis tranquillement, bien, elle met l'humain avec, là. Oui, je pense que ça aussi, c'est important parce que ça veut pas dire, il y a tout le temps une évolution. Fait que c'est pas parce qu'on crée une business ou qu'on lance des offres de services justement qu'on est à l'aise dès le départ, mais c'est de comprendre un peu cette évolution-là dans laquelle on se lance, dans laquelle on va y être. Puis, je pense que n'importe qui fait un premier photoshoot, là, on est tout un peu mal à l'aise, puis on a l'air un peu coincé. Puis je pense que n'importe qui peut comparer l'évolution de ses photoshoots va voir la différence, mais ça commence par le premier pour briser la glace, pour après ça, justement évoluer, puis devenir plus à l'aise, devenir meilleur ou plus confiant. Mais justement, ça se fait, il y a un jour un pour tout le monde. Là, fait que, tu vois, je savais pas. Puis ça fait du sens parce que même aujourd'hui, elle affiche pas vraiment encore ses enfants. Puis c'est ça qui est cool aussi, c'est que malgré qu'elle a une image de marque personnelle, parce que là, des fois, les gens se demandent à quel point ils publient aussi de façon personnelle. Je pense que ça, c'est à nous aussi de décider où mettre la barre à ce niveau-là, parce qu'il y en a vraiment qui tombent sur... Il y en a qui aiment ça, là, tomber vraiment en bon influenceur, puis ils veulent vraiment partager plein de choses. Mais on n'a pas besoin de tomber si personnel que ça. C'est vraiment, je pense que c'est personnel. Puis il y a des piliers qu'on va mettre de l'avant, il y en a d'autres qu'on ne mettra pas. Il y en a qui vont mettre leur famille, il y en a d'autres qui ne mettront pas. Fait que c'est à nous de voir où est-ce qu'on veut se mettre. Et c'est ça, même encore aujourd'hui, je pense que le visage de ses enfants, elle a vraiment une décision constante qu'elle a dit que ça, c'est quelque chose qu'elle ne partagera pas. Fait que... Puis je pense que c'est correct aussi. Tu vois, un autre bel exemple, c'est Caroline Néron. Là, puis elle a été dans l'œil des médias bien plus qu'elle l'aurait souhaité à certains égards. Là, puis moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toujours été doux et même juste avec elle. Aujourd'hui, elle a racheté l'entreprise qui était finalement en faillite. Puis quand tu regardes ces médias aujourd'hui, c'est beaucoup plus elle. Oui, tu vois les bijoux, les sacs à main, elle s'est diversifiée, elle fait des choses beaucoup plus pour le fun. Maintenant, elle a une associée, fait qu'elle n'a plus l'impression d'être toute seule dans sa barque. Mais sa fille, elle a grandi aussi, là, puis elle est maintenant actrice, elle aussi. Fait que là, tu les vois souvent faire des capsules un peu drôles ou des TikTok qu'elle remet sur Facebook, là, puis qui sont amusantes. Tu la vois sur des photos, des fois, avec son amoureux. Fait que tu vois aussi que la femme derrière l'entreprise est beaucoup plus à l'aise et beaucoup mieux dans ses choix-là. Des fois, elle fait des petites folies, là, puis tu trouves juste ça drôle et cute, mais tu vois qu'elle se sent beaucoup plus, comme... Ancrée, là, ouais. Ouais. Puis, elle a vécu aussi comment je te dirais ça? Je l'ai reçue en entrevue l'année passée. Il n'y a pas la dernière journée internationale du droit des femmes, l'autre avant, puis on avait parlé de ça. Puis, tu sais, elle disait, il y a tellement de monde qui ont jugé sans réellement savoir, puis il y en a plein là-dedans qui n'ont jamais eu d'entreprise et qui n'ont aucune idée de ce que c'est que d'avoir autant de magasins, de produits, d'employés. Fait elle dit naturellement, elle dit, je dis pas que j'ai pas fait aucune erreur, là. Elle dit, ça, c'est impossible. Elle dit, j'ai clairement appris des erreurs que j'ai faites, mais elle dit, je suis pas la première ni la dernière entrepreneur qui va faire faillite. La seule chose, c'est que là, j'ai eu comme toute l'attention, puis plutôt que d'avoir une attention réellement dirigée vers les problématiques de l'entreprise, c'est sur moi qui ont dirigé leur... C'est comme, bien, vous voyez, moi, j'ai assisté à une conférence quand j'étais jeune adulte, là, où est-ce qu'elle parlait, ça faisait quelques années à peine qu'elle était partie, puis il y a quelqu'un dans la salle qui lui avait demandé, mais c'est qui l'homme derrière, là? Puis elle avait dit,
que c'était son idée, ses produits, qu'il avait parti ça dans sa cuisine, puis tu sais, il incitait en mode, non, mais c'est qui finance tout ça, ton chum? Puis là, elle était comme... Fait qu'on en avait reparlé l'année passée, là, puis c'est un peu ce qu'elle disait, tu sais, elle disait à un moment donné, elle dit à force que tu sois remise en question en permanence, elle dit, t'as comme réalisé, elle dit en vieillissant, j'ai réalisé que j'avais pas le contrôle sur ce que les gens avaient à en dire ou à en penser. Fait qu'aussi bien faire ce que moi j'ai envie puis ce que je pense qui est la chose juste à faire, là, tu sais. Ouais, tellement. C'est fou, hein? Je me rappelle, tu sais, je connais pas toute l'histoire, mais je me souviens un peu du hype que ça l'avait fait sur les réseaux sociaux. Mais comme tu dis, tu sais, voyons, c'est tellement pas la dernière et la première qui va faire faillite. Puis, tu sais, ça, son affaire aussi, là, je veux dire, quand tu as une image de marque, faut accepter justement certains commentaires ou certaines choses qui sont pas nécessairement tout le temps négatifs, positifs. Puis, tu sais, veut pas, on forge un peu notre carapace avec le temps, puis il y a tout le temps quelque chose qui se fait là, puis on n'a pas le contrôle, je pense, ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser. Fait que je pense que, puis ça, c'est drôle parce que ça m'amène à parler un peu de l'intention derrière notre image de marque, parce que, tu sais, on n'a pas le contrôle sur ce qu'ils vont penser, sur ce qu'ils vont dire, mais c'est important de prendre en considération, nous, le message qu'on veut envoyer avec notre image de marque, puis l'intention juste dans notre contenu, parce que si on n'est pas intentionnel avec notre message, notre image de marque, on a quand même un brand qui se fait. Fait que, est-ce que c'est malgré tout ça ou c'est nous qui avons vraiment mis l'intention là-dessus? Est-ce que c'est grâce à nous ou à cause Oui, où on est un peu victime là? de notre marque. Puis c'est juste des fois, c'est parce qu'on a manqué d'intentionnalité, on a manqué de vision, ou on a juste comme été dans l'action. Mais quand tu as une ligne directrice, au moins qui dit, mais moi, voici l'impact que je veux faire, voici pourquoi je veux le faire. Et ça lead généralement tes communications aussi, ça donne quand même une ligne directrice. C'est cool de partager un peu n'importe quoi, puis finalement, pas savoir où est-ce qu'on s'en va, là. Mais bref, ouais. Non, mais moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, j'accompagne quand même là, en tout et pour tout entre ce que moi je fais et ce qu'on fait à l'École des entrepreneurs. J'accompagne des milliers de femmes par année, là. Puis une des choses qui revient souvent, puis sur lesquelles on les, je dirais pas rassure, là, parce que c'est pas forcément le bon mot, mais les femmes se questionnent plus et se remettent à la base en question par rapport à leurs aptitudes. Ce que je vois moins chez les entrepreneurs masculins, ça vient à plusieurs égards de l'éducation. Là, je pense que ça tend à changer ou à évoluer, mais il y a une époque où est-ce que quand on était des jeunes filles, il fallait être bien mise, pas dépassée quand tu dessinais. Puis, tu sais, naturellement, je le fais caricaturer, là, mais c'est un peu ça. Puis, où est-ce que c'était valorisé d'être audacieux ou de risquer ou d'être courageux quand tu étais un jeune garçon? C'est des choses qui suivent. Fait que souvent, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, là, c'est pour la majorité d'entre elles, elles ne sont pas des expertes de l'entrepreneuriat. Elles sont des expertes de ce qu'elles ont choisi de faire. Fait que tu es comptable, tu es experte comptable. Fait que ça ne veut pas dire que parce que tes chiffres, c'est quelque chose de facile pour toi, le reste l'est aussi. Tu sais, comme la marque, par exemple, c'est pas quelque chose qu'ils t'apprennent à l'université quand tu es en droit ou quand tu es en comptabilité. Et pourtant, ils vont tous sortir ou presque pour devenir des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs. Fait que c'est pas parce que tu finis par avoir ton propre bureau que tu es un spécialiste ou une spécialiste à la base de l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, quand moi, tu me dis ça, il y a plein de choses que je me dis, ah oui, il y a des choses auxquelles j'ai pensé. Ah non, il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé. Puis, tu sais, moi, je baigne dans cet univers-là 24/7, là. Fait que, imagine quelqu'un qui décide de se lancer, il sort de, je sais pas moi, ses études d'orthophonie, puis il se dit, je vais me lancer, je vais m'ouvrir un bureau, ou tu sais, des études de massothérapie, je vais m'ouvrir un bureau. Fait que là, tu sais, ils sont spécialistes de ce qu'ils veulent rendre comme service à leurs clients, mais ils ne sont pas spécialistes de comment je fais pour m'incorporer. Est-ce que je m'incorpore ou je m'enregistre? C'est quoi les taxes? Comment ça marche? C'est quoi une marque? Pourquoi je devrais avoir un logo? C'est vraiment important. Si j'ai juste un logo puis un site web, est-ce que ça fait de moi un entrepreneur? Ou, tu sais, fait que, il y a comme plein d'apprentissages, là. Fait que moi, je trouve ça comme, un, extraordinaire, deux, ultra pertinent. Tu sais, ce que tu amènes n'est juste les réflexions. Puis on n'est jamais dans voici ce que tu devrais faire. On est plutôt dans as-tu réfléchi à? Oui, 100%. C'est ça, pas, je pense que quand on part avec un projet puis une entreprise, on a toute une vision. Fait que, tu sais, des fois, les gens ont de la misère à mettre un peu le doigt là-dessus, mais ça demande des réflexions. Puis, tu sais, pour des
les gens qui sont habitués à être des performants, justement, et dans l'action, c'est pas toujours évident parce que souvent, tu des trucs, quand on demande des choses qui demandent la réflexion, ça demande à ce qu'on ralentisse un peu puis à ce qu'on fasse l'introspection. Fait que c'est pas toujours facile aussi, mais c'est vraiment important parce que c'est ça qui va l'idée justement nos prochaines actions puis où est-ce qu'on va en aller. Puis comme tu dis, OK, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Est-ce que, tu sais, il n'y a pas un chemin, là, il y en a tellement, mais justement de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, puis qu'est-ce qu'on veut créer, puis notre vision, bien après ça va être beaucoup plus facile de pouvoir prendre des chemins ou des actions qui répondent à cette vision-là. Fait que, bref, ouais. Puis, tu sais, hier, on avait un souper de EFI à Montréal, là, fait qu'on était quelques-unes, puis c'est ce que je disais, tu sais, tu parles de prendre le temps, là, tu sais, moi, je rentre dans la catégorie toujours dans le tapis, là, tu sais, on va dire ça de même, là. Puis, pendant les vacances cet été, j'étais en France, j'étais dans ma famille, puis j'ai eu l'opportunité de prendre un petit pas de recul, puis, tu sais, de prendre du temps pour me reposer. Puis, ce que je disais à Palonne, c'était super drôle, parce que je me disais, mon Dieu, mais j'ai du temps maintenant. Est-ce que je devrais pas travailler? Puis là, tu sais, comme j'avais plein d'idées, là, j'étais comment je pourrais créer ça, je pourrais mettre ça comme visuel. Là, Fait que, tu sais, des fois, il suffit juste de créer de l'espace mental ou de créer Tellement. comme un espace un peu plus créatif où est-ce que là, les idées viennent d'elles-mêmes, là, tu sais? Oui, vraiment. Puis ce que tu me dis fait vraiment penser à. Faut pas oublier que justement, l'entrepreneuriat, ça a des cycles. Tu sais, c'est tout le temps, on pense souvent que si, OK, on va multiplier nos revenus, on va changer. Tu sais, c'est tout le temps comme une espèce de rat race, si on veut, mais en réalité, justement, l'exemple que tu donnes avec les vacances, c'est là justement que de toute façon, la créativité, c'est pas un piton non plus. Il faut libérer la charge mentale pour pouvoir l'accueillir, justement. Puis c'est ça, il y a des saisons de création, il y a des saisons qu'on récolte, il y a des saisons qu'on va semer les graines. Fait que c'est de se rappeler que c'est vraiment une danse aussi, puis c'est pas juste une question de multiplier les revenus ou d'avancer. C'est que des fois, c'est drôle parce que à chaque fois qu'on parle de reculer ou d'avancer, j'ai une amie qui me rappelait à un moment donné, puis j'aime vraiment cette image-là. Tu sais, dans la salsa, là, il y a tout le temps comme des pas en arrière, des pas en avant. Puis pour avancer, il faut tout le temps que tu prennes du recul. Fait que veux pas, c'est une danse comme ça, puis c'est pas juste des pas en avant, ces pas en arrière-là sont toujours nécessaires. Fait que c'est toujours une image que Vraiment. j'essaie de me rappeler, là, ouais. Mais c'est une super bonne image, puis c'est ça. C'est que moi, je réalise que trop souvent, je ne les prends pas, ou en tout cas, Ouais, j'ai l'impression que c'est un recul, mais au final, tu sais, je parlais avec une amie tout à l'heure qui, elle, fait des triathlons, puis elle fait des triathlons, elle s'entraîne 6 jours par année, tu sais, 6 jours par semaine pendant l'année. Puis là, la saison de compétition se termine au Québec parce que, ben, il commence à faire frette. ouais, Fait que là, elle a fait le week-end dernier, puis elle me disait, ça fait tellement de bien. Puis au même titre que ça fait du bien à ton corps de lui laisser un petit repos quand tu es toujours en train de t'entraîner, c'est le ouais. même principe pour le cerveau. À un moment donné, c'est correct d'avoir plein de choses, d'avancer sur plein de choses, de faire des to-do list si tu en as besoin pour te rappeler, mais le petit pas de recul te permet de relativiser, revoir les priorités. Tu en parlais tout à l'heure par rapport à ton podcast, puis tu disais, ben là, je suis encore dans une période où je réfléchis, plutôt que d'avancer puis de faire comme par mécanisme la Mhm. même chose. Mais là, intentionnellement, je m'arrête et je réfléchis, puis ça repartira quand j'aurai choisi vers quoi je m'en vais. Je pense que c'est un bel apprentissage que d'être capable aussi de s'arrêter et d'observer, là. Oui, puis ça, je pense que c'est encore une programmation de la société aussi, parce que c'est comme si on dit qu'il faut justement jamais arrêter, parce qu'on a peur que tout s'écroule si ça arrête, ou on a peur de manquer un momentum, ou justement, on a un fear of missing out qui arrive. Fait que c'est de se ramener, puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, finalement, j'ai pris un pas de recul, puis tu reviens, c'est comme les gens ont hâte que tu reviennes, que ça soit disparaître des réseaux sociaux pendant quelques jours, que ça soit. Puis même Instagram, l'algorithme, tu fais ça, tu fais pas de stories pendant quelques jours, tu reviens, c'est comme il te remet de l'avant, puis c'est comme, où est-ce qu'il était? Il y a tout le temps une espèce de. Justement, tu crées ton momentum en étant parti quelques mois. Fait que là, c'est là que ça l'a comme fait. Ah, OK, bien, c'est correct. Tu sais, je veux dire, tu ne perdras pas ton momentum. C'est comme, tu sais, l'image élastique. Là, j'ai l'impression qu'on tient, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas let go parce que sinon, on a l'impression que tout va comme exploser. Qui n'est carrément pas ça. Là. Fait que je pense que c'est. Ça, il y a tellement de choses là-dessus. Moi, je me rappelle, c'est mon système nerveux. Il fallait que j'apprenne à régulariser. Puis à un moment donné, c'était cette espèce d'adrénaline aussi. Là. Il y a une question de trauma. Puis bon, il y a plein d'autres affaires qu'on pourrait parler là-dedans, mais c'est d'apprendre justement à le faire un petit peu. Des fois, c'était une journée avant de prendre une semaine de vacances. Fait que c'est d'apprendre puis de le faire. Puis quand on se rend compte que OK, ben non, il n'y a pas de gros impacts négatifs finalement. Là. La Terre n'arrête pas de tourner parce que tu prends une semaine de vacances. Là. Fait que
Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi un apprentissage d'entrepreneur plus expérimenté. Dans le sens où, tu sais, moi, ça fait 20 ans à peu près là, que je suis en affaires avec des plus ou moins gros projets. Puis ça, là, au début, j'avais acheté la croyance populaire comme quoi les entrepreneurs travaillaient comme des débiles mentaux puis qu'il fallait travailler 70 heures semaine Mm. parce que sinon, tu n'étais pas sur la bonne track pour réussir. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'arrivais un peu brûlée au bout de cette course-là avec pas autant de choses que j'aurais souhaité de faire, puis pas Ouais. toujours les choses les plus stratégiques. Fait qu'à travers les années d'expérience, moi aussi, j'ai pivoté souvent, j'ai changé de type de branche, comme d'organisation, de structure avec associé, sans associé, comme j'ai expérimenté beaucoup de choses, puis j'ai fini par revenir à moi. Moi, qu'est-ce que je veux en vivre? Moi, comment ça marche? Moi, puis, c'est sûr que le fait de rencontrer des gens comme toi, puis des entrepreneurs qui se sont choisis, là, je le disais en intro, me permet au quotidien, puis dans certains cas, c'est des entrepreneurs qui ont des business où ils ont 300-400 employés, puis qui un jour sont arrivés au constat de je veux que ça me ressemble plus. Je veux, moi, quotidiennement, faire des choses qui me plaisent plus et donc je vais délaisser des portions. Tu sais, j'en parlais, je pense, il y a quelques semaines, mais moi, une des choses qui était plus difficile à délaisser comme parent, là, comme mère, ça a été de faire à manger. Je déteste faire la cuisine, mais ça faisait partie là, tu sais, de mes croyances limitantes. Mm. Là. Pour être une Ouais. bonne mère, tu fais à manger. Bien, j'ai parlé avec plusieurs entrepreneurs, puis pour eux, c'était pour être un bon entrepreneur, tu es le premier arrivé, le dernier parti. Pour être un bon entrepreneur, c'est toi qui dois gérer les opérations. Puis, Mm. unanimement, les entrepreneurs dont je te parle m'ont dit, ben j'ai changé. Tu sais, maintenant, je travaille quand j'en ai besoin, je me rends au bureau quand je viens. Mes employés ne sont plus dans l'attente ou en tout cas dans l'appréhension que je ne viendrai pas, il n'y a plus de problème quand Ouais. je ne suis pas là. Je fais juste maintenant les tâches qui me plaisent. C'est sûr qu'au début, tu as tendance à faire plus de tâches parce que là, tu es tout seul dans ton bateau, mais tu sais, le jour où tu as des équipes, ben, tu n'es peut-être pas obligé de garder ce qui ne te plaît pas juste parce que tu penses qu'il faudrait. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ça fait du sens. Ouais, il y a vraiment des belles leçons d'apprentissage, comme tu dis, que ça vient avec le temps et l'expérience à un moment donné pour les intégrer. Puis c'est beau. C'est vraiment un cheminement. Puis c'est là justement qu'on se rend compte que c'est au-delà de la destination puis des accomplissements de ce qu'on veut faire. C'est dans le day-to-day. Est-ce qu'on se lève le matin puis on aime vraiment ce qu'on fait? Puis je pense que c'est ça aussi qui va faire en sorte qu'on va toffer plus longtemps de gamer. Là, on va vraiment comme on va aimer ça, le processus. Puis il y a des journées que ça va être difficile, mais justement, si on aime ça pour la majorité puis on est passionné, c'est sûr que les chances de succès sont beaucoup plus là aussi. Là. Moi, je dis souvent que la loi de Pareto, là, le 20-80, là, ça s'applique pour tout dans la vie. Là. Fait que si tu aimes 80 des choses que tu fais, puis qu'il y a un 20 que c'est moins trippant, c'est moins le fun, ou qui était moins drôle aujourd'hui, ou qui était plus dur, ou qui tu es Ouais. dans la bonne veine, là, tu sais. Si jamais, par exemple, tu es à l'inverse, puis il y a 20 de ce que tu fais que tu aimes, puis 80 qui est tough, puis tout ça, bien, c'est une belle invitation à faire des changements dans ce qui se passe en ce moment au niveau de la structure, au niveau des équipes, au niveau des tâches, des rôles, tu sais, comme tu veux, là, mais c'est Ouais. le moment, là. Ah ouais, ça peut vraiment être lourd. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Puis il y a des bouts parce que j'ai fait des changements à un moment donné parce que c'était vraiment. Puis là, j'étais comme, il me semble que c'est lourd en ce moment, là. Ouais. Fait qu'on fait des modifications. Fait que là, les prochains mois, ça ressemble à quoi? Parce que là, on a parlé de tes entreprises, on n'a pas parlé du fait que tu vis à l'étranger. Oui, je suis au Mexique. Prochain mois, honnêtement, c'est drôle parce que tu pourrais poser cette question-là, je pense, il y a peut-être 4 ans, puis j'aurais probablement su répondre by the book où est-ce que qu'est-ce qui allait arriver. En ce moment, je ne sais pas autant. Je suis vraiment focusée sur l'agence côté business, ça c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de choses que je veux bâtir, mais honnêtement, l'idée avec ce modèle d'affaires-là aussi, c'est que je voulais quelque chose qui était beaucoup plus sustainable. T'sais, pour moi, de faire tout le temps des lancements puis de revenir tout le temps, c'était comme j'ai besoin de plus de stabilité à l'heure actuelle. Je veux quelque chose qui est plus récurrent, puis justement, c'est comme oui, c'est des offres qui reviennent, puis c'est systématique dans un sens, mais c'est ce que j'avais envie. Fait que c'est vraiment le focus pour le moment. À suivre pour le podcast aussi à ce niveau-là. Puis sinon, honnêtement, il y a tellement d'ouverture aussi à ce qui peut dans ma vie personnelle, justement, où ce que la vie va me mener, là, mais en gros, c'est pas mal la seule chose que je sais qui est comme claire, mais encore là, à suivre, je sais pas.
Mais moi, ce que je trouve fun dans ton message, c'est que ça peut évoluer, tu sais, ça change. Là, on parle, toi puis moi, depuis de 2015 à maintenant. C'est quand même juste 7 ans, là, tu sais. Ouais. Fait du Beachbody, eu 2 podcasts, changé 2 fois, fait des pivots intéressants, déménagé du Québec au Mexique. Tu sais, fait il y a une certaine constance parce que les gens te suivent dans ce que tu fais, puis dans où est-ce que tu t'en vas, puis que tu aimes ce que tu fais, parce qu'à chaque fois que tu changes, c'est justement pour améliorer ou en tout cas pour te sentir encore plus aligné dans ce que tu fais. Fait que, tu sais, dans le fond, peu importe ce qui va se produire dans les prochains mois ou même dans les prochaines années, on peut comme prendre pour acquis, si tu veux, que tu vas faire quelque chose que tu considères qui est de service, puis qui aide les gens, puis qui est utile, puis qui te rend heureuse, là. Puis que ce soit ici ou ailleurs sur la planète. Fait que, tu sais, juste ça comme apprentissage ou comme, comme reminder, moi, je vais le garder dans ma tête, là. Oui, non, définitivement. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, il y a des choses que des fois, on fait un peu plus par obligation, puis encore là, il y a des cycles aussi sur certaines choses, mais définitivement, si je reviens à ta règle du 80-20, d'aimer ce que je fais. Puis il y a tout le temps une espèce de vision court terme puis une vision long terme aussi. Fait que je me dis, où est-ce que je m'en vais à long terme puis qu'est-ce qu'à court terme répond à mes besoins. Fait que j'essaie toujours de balancer puis de naviguer là-dedans. Mais oui, pour l'instant, la stabilité puis justement, là, je veux plus, tu sais, cette espèce de pivot de réalignement-là, tu sais, puis on ne sait pas où ça s'en va. Peut-être que dans 2 ans, ça ne me tendra plus puis je vais vendre ma business. Je ne le sais pas, tu sais. Mais tant mieux si je la vends parce que là, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des pivots, ben, c'est comme si je détruisais ce qui avait été fait avant dans un sens, puis on changeait de client cible. Fait que là, j'ai plus envie de faire ça nécessairement. J'ai vraiment envie de bâtir quelque chose qui va rester. Puis tu l'as mentionné tantôt avec le MLM aussi, ce qui est quand même cool. J'ai encore des résiduels qui rentrent aussi. Fait que ça, veut pas, c'est cool. Il y a certaines choses qui vont rester. Fait que ça, c'est vraiment ce que je veux focuser aussi, c'est que même si c'est des pivots, comment est-ce que je peux continuer de monétiser malgré certaines choses? C'est que ce soit la délégation, que ce soit la vente d'une entreprise, que ça soit justement automatisé un peu plus. Fait que c'est pas mal l'objectif, là. Ouais. Mais ce serait cool, j'aime ça quand tu dis vision à long terme, puis besoin à court terme. C'est le fun, tu sais, parce qu'effectivement, là, des fois, mettons, le premier choix nécessaire actuellement ne répond pas à 100% à la vision long terme, mais répond à un besoin immédiat. Puis je trouve ça super, tu sais, comme c'est bien de se permettre de vivre ce qu'on a de besoin maintenant puis de continuer à rêver à où est-ce qu'on s'en va. Puis des fois, tu sais, l'entrepreneuriat, là, c'est un trajet, c'est jamais une destination. Puis de mon expérience à moi, ce n'est que très rarement un trajet linéaire. C'est mon expérience aussi. Je connais bien du monde, puis ça s'en va plutôt comme ça, là. Oui. Mais je trouve ça super intéressant. J'ai vraiment hâte que tu aies pris une décision pour le podcast pour qu'on puisse te réentendre sur de nouvelles affaires. De toute façon, c'est assurément quelque chose qui va être intéressant. Je te remercie d'avoir pris autant de temps avec moi aujourd'hui puis de nous avoir parlé de toi. Ce n'est pas toujours naturel pour tout le monde, bien que toi, tu le faisais un peu avec le podcast, mais j'apprécie vraiment ta présence aujourd'hui. Merci. Merci à toi, Steph. Merci à tout le monde. On se revoit bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.